Let's go. Eh bien, bonjour à tous. Il y a une expression courante qui est très utilisée, c'est la suivante, c'est mon ADN. Synonyme habituellement pour les gens, c'est je réagis ainsi parce que c'est ma personnalité, c'est mon ADN, c'est ma personnalité. Ou bien un autre synonyme, cela m'appartient en propre. Dans ce cas, parle-t-on de mon identité, parle-t-on de ma personnalité ou bien est-ce purement physique, moléculaire? Eh bien, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Corinne Auger, qui est professeure en génétique moléculaire et biotechnologie dans l'unité e-brain Unity INSERM 1253 de neurogénétique à l'université de Tours et qui va donc nous parler de l'épigénétique, peut-être plus l'épigénétique dans la tête puisque c'est son sujet, mais de façon plus générale l'épigénétique. Corinne, on est heureux de vous accueillir et on vous écoute. Merci Yves, merci Étienne pour l'invitation. Je suis effectivement très heureuse de participer à cette visioconférence et puis j'espère que les gens qui sont connectés nous entendent bien. Donc j'ai une petite heure, c'est ça, pour vous Oui, parler oui, de tout à fait. l'épigénétique dans la tête. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ce petit bébé que l'on voit crapahuter sur une double hélice d'ADN dans un bel environnement? Qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau au cours de la construction de ce cerveau-là? C'est ce que je vais vous raconter dans l'heure qui vient. Mais pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise avec les concepts que je vais aborder, je vais quand même prendre le temps de les redéfinir. Je vais redéfinir comment est constitué le cerveau, je vais redéfinir ce qu'est l'épigénétique avant de vous donner des exemples de l'impact de l'épigénétique dans la construction et le développement de notre cerveau. Donc on va commencer par le cerveau. Le cerveau, il y a plusieurs façons de le regarder. On peut le regarder tout d'abord d'un point de vue anatomique. Donc, d'un point de vue anatomique, ce que vous voyez ici tout plissé, ce cerveau tout plissé, là, c'est ce qu'on appelle le cortex. Donc, c'est la partie, on voit là le cerveau de l'extérieur. Le cortex, il est constitué de différents lobes. À l'avant, ici, on est à l'avant de la tête, le lobe frontal. À l'arrière, le lobe occipital. De chaque côté, on a un lobe temporal et au milieu, le lobe pariétal. Donc, le cortex, c'est l'endroit où se passe toute notre activité cognitive. Sous le cortex, ici, vous voyez une petite structure grise qui s'appelle le cervelet. Le cervelet, c'est plutôt le cerveau automatique, le cerveau des apprentissages. Et puis, si on fait une coupe transversale, qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau, on va trouver, donc on retrouve le cortex ici en gris et on trouve d'autres structures plus profondes qu'on appelle effectivement le cerveau profond et qui ont différents rôles dans les activités cérébrales. Par exemple, l'hippocampe est très impliqué dans le fonctionnement de la mémoire. L'amygdale est très impliquée dans le fonctionnement des émotions, en particulier de la peur. Le thalamus fait le lien entre le cortex et le reste du cerveau intérieur. Et l'hypothalamus joue aussi un rôle d'intermédiaire. Donc voilà, tout un tas de structures qui ont chacune leur rôle. Donc là, on est d'un point de vue anatomique. Ensuite, on peut se demander comment ça fonctionne un cerveau. Et donc le fonctionnement du cerveau, il est lié aux cellules qui le composent. Et donc ces cellules, vous les connaissez, ce sont les neurones. Donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est quelles cellules, quels neurones composent le cerveau et quels sont les modes de communication de ces neurones les uns avec les autres. Donc les neurones dans un cerveau adulte, il y en a à peu près 86 milliards et il y a autant de cellules qui ne sont pas des neurones et qui servent donc à nourrir les neurones, à aider leur fonctionnement. Donc 86 milliards de cellules neuronales et 86 milliards de cellules non neuronales. Ces 86 milliards, ce n'est pas 86 milliards de fois la même chose, mais vous avez ici en haut à droite de l'écran une image qui vous montre la variété de la structure, de l'aspect des neurones. On a des neurones qui sont très beaux, en fait, des neurones qui ressemblent à des arbres, des neurones qui ressemblent à des algues. Donc il y a toute une variété de neurones, chacun ayant sa propre spécificité.
Si on zoome un petit peu plus en avant pour regarder de quoi sont constitués les neurones, donc les neurones, c'est des cellules. Donc comme toutes cellules, elles ont un corps cellulaire, donc un endroit où il y a du cytoplasme, avec à l'intérieur un noyau. Et puis ce corps cellulaire, il n'est pas lisse, il porte plein d'arborescences d'assez courte taille qu'on appelle ici les dendrites, que vous voyez ici tout autour du corps cellulaire. Et puis il y a une extension qui est plus longue que les autres et qu'on appelle l'axone, donc qui va partir du corps cellulaire et qui va se propager ici vers la droite de l'écran. Et au bout de cet axone, on a des terminaisons axonales qui vont permettre à ce neurone que l'on regarde à l'écran d'entrer en contact avec d'autres neurones. Le long de l'axone, il y a une substance particulière qu'on appelle la myéline. Et cette myéline, elle est très importante pour faciliter, améliorer la communication entre les neurones. J'y reviendrai dans un instant. Juste une autre remarque pour vous dire que les axones sont en fait ce qui constitue nos nerfs. Donc quand on parle du nerf sciatique, quand on parle du nerf olfactif, en réalité c'est un assemblage d'axones, chacun de ces axones partant d'un neurone, d'un corps cellulaire de neurones, et aboutissant des fois pour le nerf sciatique très loin au bout de la jambe, sur un muscle en l'occurrence, ou sur un autre neurone. Donc les nerfs sont constitués des axones et c'est un seul prolongement, enfin un assemblage d'un seul prolongement de neurones. Donc ces neurones dans le cerveau, ils reçoivent des informations de la périphérie, ils communiquent entre eux et ils vont donner des ordres à d'autres neurones ou ou aux muscles. Alors comment se passe cette communication? Quels sont les modes de communication entre neurones? Le mode de communication principal, vous le connaissez, c'est un mode de communication électrique. On parlait il y a quelques années d'influx nerveux. Aujourd'hui, on ne parle plus d'influx nerveux, on parle de potentiel d'action. Donc, c'est quoi un potentiel d'action? C'est un courant électrique qui se propage dans le neurone, des dendrites, puis le long de l'axone. Et ce courant électrique, il circule vraiment à sens unique dans les neurones. Et puis, quand le courant électrique arrive au bout de l'axone, donc à l'endroit des terminaisons axonales, il va falloir que le signal qu'il transporte, le message qu'il transporte, soit communiqué au neurone suivant. Cette communication, elle se fait par l'intermédiaire de structures qu'on appelle des synapses. Et donc, il faut faire passer le message à l'intérieur de la synapse. Et à l'intérieur de la synapse, il y a à nouveau deux façons de faire la communication. Soit ce qui passe entre l'axone du neurone de gauche et la dendrite du neurone de droite, c'est à nouveau un signal électrique, donc ce sont simplement des ions qui circulent. Donc ça, c'est une communication électrique entre neurones. Soit la communication entre le neurone de gauche violet et le neurone de droite vert est de nature chimique, et dans ces cas-là, ce qui circule, ce sont des neurotransmetteurs. En tout état de cause, cette communication, elle est extrêmement rapide, extrêmement efficace. Et la synapse, j'insiste un petit peu et je m'arrête un petit peu longuement dessus parce que c'est le cœur du fonctionnement du cerveau, le cœur de la communication neuronale. Et c'est vraiment très important d'avoir des synapses opérationnelles pour avoir un cerveau opérationnel. Donc, deux modes de communication, électrique à travers l'influx nerveux et ensuite le passage d'ions au niveau des synapses, ou alors électrique plus chimique à travers l'influx nerveux plus la communication par les neurotransmetteurs. Une dernière chose pour vous dire que les neurones sont en fait connectés en réseau. Un neurone n'est pas connecté qu'à un seul autre neurone, mais à une foultitude d'autres neurones. Et ces neurones peuvent être situés dans différentes aires cérébrales et donc on peut avoir l'intégration de signaux qui arrivent de différentes régions du cerveau et ces signaux étant d'origine différente, un signal visuel, un signal sonore qui vont s'assembler pour permettre au cerveau de fonctionner. Donc, important de se souvenir que les neurones sont interconnectés.
Donc voilà pour ce que je voulais vous rappeler sur le cerveau et la communication neuronale. Je vais en avoir besoin dans la suite de l'exposé, donc j'ai pris un petit peu le temps d'insister dessus. Voyons maintenant ce qu'est l'épigénétique. Quand on dit épigénétique, de quoi est-ce qu'on parle? Donc dans épigénétique, il y a le mot génétique. La génétique, c'est la science qui étudie les gènes, et donc ça ne fait que déplacer le problème. C'est quoi un gène? C'est quoi un gène? Donc on va reprendre le schéma du neurone, donc notre cellule sur laquelle on s'est un petit peu attardé tout à l'heure, et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur du noyau. Donc quand on zoome à l'intérieur du noyau, je l'ai représenté ici en plus grand et en violet, on voit qu'à l'intérieur du noyau, il y a différentes petites pelotes. Et ces différentes petites pelotes, en réalité, ce sont des pelotes d'ADN. Donc chaque pelote représente l'ADN d'un chromosome. Et si on est dans un noyau humain, on va avoir 46 chromosomes, donc 46 pelotes d'ADN qui fonctionnent par paire, donc chaque pelote étant identique 2 à 2. Donc 23 pelotes, 23 paires de pelotes d'ADN. Et si on regarde à l'intérieur de ces pelotes d'ADN, on va zoomer sur une portion de l'ADN d'une des pelotes, et bien là, on va trouver les gènes. Donc, pour le formuler différemment, un gène, c'est quoi? C'est un segment d'ADN, plus ou moins long. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce segment d'ADN? Il y a une recette inscrite, et cette recette, elle permet de fabriquer une protéine. Dans l'espèce humaine, donc chez Sapiens sapiens, il y a à peu près 20 à 25 000 gènes, donc 20 à 25 000 recettes pour fabriquer des protéines. Et c'est ce qui nous permet de dire que l'ADN est le support de l'information génétique, puisque les gènes sont sur l'ADN. Donc, comme je vous le disais, nous avons 46 chromosomes dans un noyau de cellules humaines, en réalité 23 paires, donc 2 fois 23 molécules d'ADN. Et ces 23 molécules d'ADN, elles sont différentes les unes des autres. Donc, chaque gène n'est porté que par un chromosome, que par une molécule d'ADN. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que cet ADN, donc ces chromosomes, ce sont les mêmes dans toutes les cellules de notre corps. Pas que dans les neurones pour l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, mais vraiment dans toutes les cellules de notre corps. Et nous avons, en tant qu'adultes, environ 100 000 milliards de cellules. Donc là, va se poser tout de suite une question, comment est-il possible, avec 100 000 milliards de cellules qui contiennent toutes le même patrimoine génétique, le même ADN, les mêmes 20 à 25 000 gènes, comment est-ce qu'il est possible de fabriquer des cellules aussi différentes que, par exemple, le neurone dont je vous parle depuis tout à l'heure et une cellule de pancréas? Donc ce sont des cellules qui sont différentes dans leur forme, dans leur fonction, dans leur organisation, dans leur localisation. Donc vraiment, ces cellules sont très différentes les unes des autres. Par exemple, le neurone n'est pas capable de fabriquer de l'insuline, alors que la cellule de pancréas est capable de fabriquer de l'insuline. L'insuline est une protéine que les diabétiques connaissent bien. A contrario, le neurone est capable de fabriquer une protéine qu'on appelle la synapsine. La synapsine, c'est une protéine indispensable au fonctionnement des synapses. Et bien évidemment, il n'y a pas de synapses dans les cellules de pancréas, donc les cellules de pancréas ne fabriquent pas de synapsine. Donc on a bien 20 à 25 000 gènes identiques dans toutes nos cellules, mais apparemment, toutes les cellules n'utilisent pas tous les gènes qu'elles ont à disposition. Pour quelle raison? La raison qui a été identifiée, c'est que dans les cellules de pancréas, la recette qui permet de fabriquer l'insuline est accessible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dans l'endroit où elle est dans l'ADN est accessible à la machinerie cellulaire et la cellule peut lire cette recette-là. Alors que cette même recette dans les neurones est totalement inaccessible et la cellule ne peut pas la lire. Donc la recette, elle est dans un ADN qui est compacté, un petit peu comme une pelote de laine quand vous venez de l'acheter.
les brins de laine qui sont au cœur de la pelote, vous ne les voyez pas. Donc, dans les neurones, la recette qui permet de fabriquer l'insuline est inaccessible. La cellule ne peut pas la lire. La recette est complètement verrouillée. Et vous m'avez vu venir, bien évidemment, ce sont les mécanismes épigénétiques qui expliquent pourquoi une même recette, en fonction de la cellule dans laquelle elle est soit lisible, soit illisible, soit inaccessible. Donc, je vous ai représenté ici un bout d'ADN qui porte le gène qui permet de fabriquer l'insuline, donc le gène qui contient la recette pour fabriquer l'insuline, et on est dans le pancréas. Et si on regarde ce qui se passe au niveau de ce morceau d'ADN dans le pancréas, on va trouver des modifications chimiques, des groupements chimiques que j'ai représentés ici en bleu, déposés sur l'ADN ou sur les chromosomes, et qui sont ce qu'on appelle des marques épigénétiques activatrices. Donc, lorsque ces marques sont présentes, l'ADN est accessible et la recette est lisible. Si on regarde maintenant la même recette, donc localisée sur le même chromosome, au même endroit, mais dans une autre cellule, donc dans les neurones, on va trouver d'autres groupements chimiques. En l'occurrence, ici, ce sont des méthylations. Beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler de la méthylation de l'ADN. Ces groupements chimiques, ce sont des marques épigénétiques répressives. Et donc, quand elles sont présentes, le gène est complètement compacté, complètement illisible, et la cellule ne peut pas fabriquer la protéine correspondante. Donc, en réalité, les mécanismes épigénétiques se traduisent par la présence de marques, de groupements chimiques portés par l'ADN ou par les chromosomes qui sont soit activatrices, qui ouvrent les recettes, soit répressives, qui ferment les recettes. Donc ces marques épigénétiques, elles ont été beaucoup étudiées maintenant depuis une trentaine d'années et on peut les décrire de façon globale sous cette forme que j'ai représentée à l'écran. Donc on a dit que ce sont des groupements chimiques de différentes natures, soit activateurs, soit répresseurs. Ces groupements chimiques, ils n'arrivent pas spontanément, ils n'arrivent pas tout seuls, ils sont déposés sur l'ADN, ils sont accrochés à l'ADN ou au chromosome par des enzymes qu'on appelle des facteurs épigénétiques. Donc la présence ou l'absence de ces groupements chimiques va contrôler l'activité des gènes, faire qu'un gène est actif, donc que la recette est accessible, ou qu'un gène est réprimé et donc la recette n'est pas assez accessible. Nous allons voir dans un instant que le dépôt de ces marques par les facteurs épigénétiques, ça se met en place au cours du développement embryonnaire. Et donc le développement embryonnaire correspond à une période de vie au cours de laquelle l'épigénome, donc l'ensemble des marques épigénétiques, se construit, s'élabore. Elles sont déposées dans toutes les cellules au bon endroit, ces marques épigénétiques. Elles permettent de définir si une cellule est un neurone, une cellule de pancréas ou une cellule cardiaque. Dans notre jargon, on appelle ça l'identité des cellules. Un élément très important, c'est que ces marques épigénétiques, une fois qu'elles ont été déposées dans l'ADN d'une cellule, si cette cellule se divise pour donner deux cellules filles, la cellule fille va porter les mêmes marques épigénétiques. Donc ces marques épigénétiques, elles sont transmises lors de la division cellulaire et c'est pour cette raison qu'on dit qu'elles sont stables. Elles évoluent au cours de la vie d'un individu, elles évoluent spontanément, naturellement. Et si on regarde les marques épigénétiques d'un bébé à la naissance et qu'on réanalyse, on refait la même analyse 80 ans plus tard, on ne va pas trouver exactement les mêmes marques épigénétiques au même endroit. Et puis, lorsque certaines marques épigénétiques sont aberrantes, elles peuvent être la cause ou la conséquence de maladies, de tout un tas de maladies. Et ces marques épigénétiques de nature aberrante, donc aberrantes dans leur position, aberrantes par les conséquences qu'elles ont sur l'activité des gènes, on appelle ça des épimutations. Comme on a des mutations génétiques, on a des épimutations dans l'épigénome. Donc là, on a toutes les caractéristiques
importante des marques épigénétiques qui vont nous permettre ensuite d'aborder les exemples. Et une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que aussi bien la construction programmée de l'épigénome au cours du développement embryonnaire que l'évolution de l'épigénome tout au long de la vie et la survenue d'épimutations, tous ces phénomènes-là sont extrêmement sensibles à l'environnement. Et l'environnement peut modifier, altérer la présence ou l'absence de ces marques ainsi que leur nature. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'épigénétique, finalement, c'est la courroie de transmission entre l'environnement et le génome, parce que la présence ou l'absence de ces marques, sous l'effet de l'environnement, peut faire varier l'activité des gènes. Alors maintenant, qu'en est-il du cerveau en construction? Je vous ai dit que les marques épigénétiques étaient déposées petit à petit au cours du développement embryonnaire pour fabriquer les différentes cellules, pour qu'elles se spécialisent. On va regarder plus précisément ce qui se passe au niveau du cerveau pendant sa construction, pendant le développement embryonnaire. Donc le développement embryonnaire, il commence par la fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde. Donc c'est la fécondation au premier jour. Ensuite, on a des étapes de segmentation cellulaire, de division cellulaire. On obtient un amas de cellules au quatrième jour, toutes ces cellules étant identiques, qu'on appelle la morula. Cette morula évolue, elle se transforme en blastula. Et dans la blastula, vous avez ici les cellules violettes au centre qui vont donner toutes les cellules de l'embryon, tous les organes de l'embryon. Et puis cette blastula, elle se transforme de façon assez profonde en une structure plus complexe qu'on appelle la gastrula. Je suis désolée pour les noms, ça fait un petit peu science-fiction bizarre ces noms-là, mais ce sont les noms que leur ont donné les chercheurs. Donc la blastula se transforme en gastrula quelques jours après, et dans cette gastrula, on a tous les éléments qui sont nécessaires pour construire un bébé en entier. Donc dans la gastrula, toutes les petites cellules vertes, violettes et oranges que vous voyez sont les toutes premières cellules, on parle de cellules souches, qui en se développant et en se transformant vont permettre de fabriquer tous les organes, toutes les cellules, tous les tissus de l'embryon, du fœtus, puis du bébé. Alors si on zoome sur ce qui se passe pour le développement du cerveau, le cerveau, il se développe à partir d'une petite population de cellules qui est représentée ici en violet, qu'on appelle la plaque neurale. Donc, dans cette plaque neurale, il y a des cellules souches neurales. Donc, les toutes premières cellules, il y en a au départ, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une poignée, il y en a une cinquantaine ou une centaine. Ces cellules souches neurales, elles vont se multiplier et constituer petit à petit l'ensemble des structures cérébrales que je vous ai présentées au départ. Donc, au 25e jour, on peut déjà distinguer en marron ici ce qui donnera le cortex, en bleu ce qui donnera le cerveau profond, donc thalamus, hypothalamus, etc. En violet ce qui donnera le cervelet, et en rouge ce qui donnera la moelle épinière. Donc, à J25, donc 25 jours, donc 4 semaines après la fécondation, toutes ces ébauches-là existent et elles vont faire que grossir, se spécialiser. Et ce que vous pouvez constater bien évidemment sur l'image, c'est que la partie qui grossit, qui se spécialise, qui prend le plus de place au fur et à mesure du développement, c'est le cortex, puisque ça va être la partie principale de notre cerveau au moment de la naissance. Donc toutes nos cellules du cerveau proviennent de ces quelques cellules souches initiales. Et au fur et à mesure que le cerveau se développe, se spécialise, chacun des neurones, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de neurones différents. En fonction de la région du cerveau qu'on regarde, ce ne sont pas les mêmes types de neurones qui sont présents et qui exercent des fonctions différentes. Il y a des neurones activateurs, des neurones répresseurs, donc il y a tout un tas de populations de neurones différents. Chaque neurone doit acquérir sa propre identité cellulaire. Et pour qu'il acquiert sa propre identité cellulaire, il faut que la cellule dépose dans le génome de ces neurones les marques épigénétiques ad hoc.
Donc les cellules souches neurales, elles se multiplient, elles se transforment en neurones différenciés en acquérant ces marques épigénétiques ad hoc. Elles vont migrer pour former les différentes parties du cerveau et elles ont une activité électrique spontanée. Donc ça, c'est les toutes premières. Et quand on est à la fin du développement embryonnaire, les neurones matures se connectent entre eux, donc constituent les synapses, établissent les synapses et commencent à échanger des potentiels d'action à partir de la fin du premier trimestre à peu près. Donc on a tout ce processus de développement embryonnaire qui permet de fabriquer un cerveau mature, enfin un cerveau mature, non, un cerveau fonctionnel pour l'enfant à la naissance. Le cerveau, il est vraiment mature qu'à 20-25 ans. Jusqu'à 20-25 ans, il y a des choses qui continuent à se construire. Et ce développement du cerveau au cours de la vie embryonnaire, puis ensuite au cours des premières années de vie, il est sous le contrôle à la fois d'une programmation génétique et d'une programmation épigénétique. Alors, pourquoi épigénétique? On a vu qu'on avait des cellules souches neurales qui allaient petit à petit se transformer pour devenir des neurones, se multiplier et se transformer pour devenir des neurones. Elle passe par un intermédiaire cellulaire qu'on appelle progéniteur neural. Donc, tant qu'on est au stade de la cellule souche neurale, la cellule souche neurale, elle a des besoins qui lui sont propres. Il faut qu'elle se multiplie. Elle ne sait pas faire de synapses. Elle ne sait pas faire de potentiel d'action. Donc, elle utilise des gènes qui sont des gènes spécifiques aux cellules souches et qui ne sont pas les mêmes gènes que ceux que vont utiliser les neurones, par exemple. De la même façon, lorsque la cellule souche s'est transformée en progéniteur, elle n'utilise plus les gènes dont elle avait besoin quand elle était cellule souche, et elle utilise maintenant des gènes dont elle a besoin en tant que progéniteur. Et puis, au stade suivant, le neurone, lui, n'utilise plus les gènes qui étaient utilisés dans les cellules souches ou dans les progéniteurs, mais il utilise réellement ces gènes spécifiques de neurones, en particulier pour fabriquer les synapses, par exemple. Donc, vous voyez bien qu'il va falloir, dans le même temps, dans le processus, rendre actifs des gènes différents, des gènes souches à l'étape 1, des gènes progéniteurs à l'étape 2 et des gènes neuronaux à l'étape 3. Et en même temps que cette activation se fait, il faut éteindre, il faut réprimer les gènes dont on n'a plus besoin. Et donc, comme je vous l'ai dit, tout ce processus-là passe par l'apposition de marques épigénétiques, soit activatrices quand il s'agit d'activer les gènes de progéniteurs, transformer une cellule souche en cellule neurale, soit inhiber les gènes progéniteurs, les gènes souches, pardon, il y avait un écho, ça m'a un petit peu perturbé, soit inhiber les gènes souches lorsque l'on transforme la cellule souche en cellule progénitrice. Donc à chaque fois, l'activation des gènes se fait par apposition de marques épigénétiques activatrices et l'inhibition des gènes se fait par apposition de marques épigénétiques répressives. Donc vous voyez que le contrôle de la transformation d'une cellule souche en progéniteur puis en neurone, ce contrôle-là, il est en grande partie contrôlé par les marques épigénétiques, par les mécanismes épigénétiques. Et on peut bien imaginer que si un événement vient perturber la position de ces marques ou l'effacement des marques qu'il faut enlever, eh bien, on va perturber le développement des neurones, on va perturber le développement des synapses et on va perturber le fonctionnement du cerveau. Et pendant cette période de temps, donc pendant tout le développement embryonnaire, l'environnement du fœtus, c'est l'utérus de la maman, c'est l'environnement utérin. Et donc, si l'environnement utérin est normal, on n'aime pas beaucoup en science le terme normal parce que il ne définit pas grand-chose, mais s'il est de bonne qualité, cet environnement, si la future maman est en bonne santé, s'il y a un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, il n'y aura pas de perturbation de l'épigénome cérébral, c'est-à-dire de toutes ces marques épigénétiques qui vont se déposer pour fabriquer des neurones fonctionnels. Donc, pas de perturbation de l'épigénome cérébral et le bébé va naître avec un cerveau opérationnel. Par contre, si la maman a
vit dans un mode de vie qui fait que l'environnement utérin du bébé est perturbé. Ça peut être le cas, par exemple, si la maman vit un stress intense. Quand on parle de stress intense, ce sont des situations de guerre, d'attentats, des deuils. Donc, c'est pas juste je suis stressée parce que j'ai raté mon bus. Non, c'est vraiment des stress intenses et durables. S'il y a des carences alimentaires, si la maman prend certains médicaments comme la dépakine, si elle use de drogue, si elle fume du tabac, si elle boit de l'alcool ou si elle est exposée à certains polluants, alors ça peut perturber l'épigénome cérébral en construction. Il y a des éléments de cet environnement pour lesquels on sait de façon prouvée au laboratoire que ça perturbe l'épigénome cérébrale du bébé qui est en train de se construire, c'est certains médicaments, les drogues, le tabac et l'alcool. Ça, on a la certitude que ça abîme l'épigénome du bébé. Pour ce qui est du stress, des carences alimentaires et de certains polluants, on a de fortes suspicions, on a des preuves chez l'animal, mais pas encore totalement de preuves chez l'homme, mais les suspicions sont fortes. Donc tout cet environnement peut perturber l'épigénome en construction. Quelles sont les conséquences pour l'enfant? La plupart du temps, puisqu'on parle de cerveau, donc de cognition, donc de capacité cognitive, les perturbations vont aboutir à des troubles du comportement comme le TDAH, les troubles du spectre autistique, euh, des cas de schizophrénie, des enfants qui vont être plus sujets à la dépression ou qui vont avoir des troubles cognitifs, voire des retards mentaux. Donc, tout le spectre des troubles du neurodéveloppement que l'on trouve, que l'on trouve classiquement. J'ai pris pour vous illustrer les choses un exemple qui est l'autisme tel qu'on l'évalue aux États-Unis depuis les années 2000. Donc la courbe vous montre en fait la prévalence de l'autisme, donc le nombre de cas pour 1000 enfants âgés de 8 ans. C'est une étude qui est faite depuis l'année 2000. Il y a 16 zones de surveillance. La surveillance se fait pas par des examens complémentaires, mais par le suivi des dossiers médicaux. Et ce que montre la courbe, c'est que depuis les années 2000, où on avait environ 6 à 7 cas pour 1000 enfants, on a une augmentation extrêmement forte et aujourd'hui, on estime le nombre de cas à 32-33 cas pour 1000 enfants. La progression, elle est de plus 380% entre 2000 et 2022. Alors cette progression, on ne peut pas uniquement l'attribuer à des phénomènes environnementaux, bien évidemment. Pour 80 à 60% de cette augmentation, on estime qu'elle est due à l'amélioration et à l'élargissement des diagnostics. On diagnostique mieux les enfants et on a un spectre de l'autisme qui s'est élargi, donc c'est normal qu'il y ait plus de cas. Par contre, on a toujours 20 à 40% de risques résiduels, donc ce qui représente 4 à 6 enfants pour 1000 enfants, pour lesquels on n'est pas capable d'expliquer cette augmentation de la prévalence et pour lesquels la tentation est forte de dire que ce sont les conditions environnementales, en particulier par exemple le fait que de nombreuses futures mamans aux États-Unis fument du cannabis pendant le premier trimestre pour lutter contre les nausées matinales. Et on sait que le cannabis a un lien direct avec la perturbation de l'épigénome cérébral. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu les conséquences. Là, on est vraiment dans des cas extrêmes, mais les conséquences que peuvent avoir des perturbations de l'épigénome du cerveau en construction, donc pendant la vie embryonnaire et la vie fœtale. Qu'est-ce qui se passe maintenant au quotidien? Donc, quand votre cerveau fonctionne, est-ce que l'épigénétique joue un rôle dans le fonctionnement quotidien de votre cerveau? Le fonctionnement du cerveau, c'est avant tout une histoire de plasticité cérébrale. C'est quoi la plasticité cérébrale? C'est le fait que des neurones sont capables tous les jours de fabriquer de nouvelles synapses ou de renforcer des synapses existantes. Donc il y a cette plasticité qui est absolument nécessaire et indispensable pour mettre en place tous les processus cognitifs, en particulier la mémoire, l'apprentissage. Cette plasticité cérébrale, comme je viens de vous le dire, elle passe
par la création ou le renforcement des synapses, mais elle passe aussi par la production de nouveaux neurones, et y compris chez l'adulte, on est capable encore chez l'adulte de fabriquer des neurones tous les jours. Alors, pas des millions et des millions, des centaines, entre 600 et 800 en fonction des études, mais tous les jours, un adulte est capable de fabriquer des nouveaux neurones et donc d'augmenter sa plasticité cérébrale. Et ces processus-là, ils ont lieu tout au long de la vie. Et donc, ce sont des processus qui sont indispensables au fonctionnement du cerveau. En quoi l'épigénétique joue un rôle là-dedans? Donc, production de nouveaux neurones, ça veut dire fabrication de nouveaux neurones et donc mise en place à nouveau d'un épigénome neuronal. Mais les mécanismes épigénétiques, on l'a dit, hein, ce sont ces mécanismes qui permettent de faire que les gènes soient actifs ou inactifs. C'est ce que j'appelle des commutateurs on-off de l'activité des gènes. Donc ces mécanismes épigénétiques, dans le cerveau, ils sont indispensables et impliqués dans différents processus. Le premier, c'est l'horloge circadienne, le fait que vous ayez sommeil le soir et moins sommeil le matin, le fait qu'à certains moments de la journée, vous ayez faim. Donc tous ces processus de rythme quotidien, qu'on appelle l'horloge circadienne, de rythme jour-nuit ou de rythme quotidien, sont contrôlés par des mécanismes épigénétiques. De la même façon, la mémoire est un processus, en particulier la mémoire à long terme, la mémoire qui est vraiment encodée dans nos neurones. Cette mémoire à long terme, elle est totalement sous le contrôle de processus, de mécanismes épigénétiques. Et puis, des stress intenses vont perturber ces mécanismes et donc perturber nos capacités de mémorisation ou notre rythme biologique. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est le rôle de l'épigénétique dans l'intelligence. Est-ce que l'intelligence est épigénétique ou pas? Donc, avant de rentrer dans le détail de l'intelligence, donc est-ce qu'elle est génétique ou épigénétique ou les deux, il faut définir ce qu'on entend par intelligence. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a celle à laquelle tout le monde pense euh, en première instance. L'intelligence, c'est les aspects logiques, notre capacité d'abstraction, notre capacité à résoudre des problèmes. Cette forme d'intelligence-là, elle est évaluée par des tests. Vous connaissez tous le test de QI. Donc ça, c'est une forme d'intelligence. Mais les psychologues, ce sont les psychologues et puis les psychiatres, tous les sociologues qui étudient ces questions-là, se sont mis d'accord pour dire qu'il n'y avait pas une seule forme d'intelligence et qu'on pouvait décliner d'autres variations, d'autres variantes. On peut par exemple parler d'intelligence émotionnelle, donc d'intelligence des émotions. On peut parler d'une forme d'intelligence qui concerne nos aptitudes sociales, notre relation aux autres. Et puis, tous les artistes ont une forme d'intelligence qui se manifeste par leur créativité. Donc, différents types d'intelligence. Ma liste est sans doute pas exhaustive. J'ai mentionné les principales, mais on peut faire des déclinaisons un petit peu à l'infini de tout ça. Le point commun de toutes ces formes d'intelligence, c'est qu'à chaque fois, ça passe par l'acquisition ou l'amélioration de capacités cognitives, qu'elles soient logiques, émotionnelles, sociales ou créatives. L'intelligence, ça passe par l'acquisition et l'amélioration de certaines capacités cognitives. Alors les biologistes et les généticiens se sont intéressés en particulier à la première forme d'intelligence. Pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à celle-ci? Parce que les tests qui existent pour évaluer cette intelligence-là, ils sont calibrés depuis de très nombreuses années. Donc, je parlais du test de QI tout à l'heure, mais il y a différents types de tests, il y en a des dizaines différents. Ils existent, ils sont calibrés depuis des années. Et partout dans le monde, on s'entend sur la façon dont on interprète ces tests et dont on utilise la variable qui sort de ces tests et qu'on appelle le facteur G. Et donc, avec ces tests,
on a pu étudier cette intelligence donc logique, cette intelligence de l'abstraction et de la capacité à résoudre les problèmes. Et on a essayé de savoir si cette intelligence, elle était génétique ou si elle était essentiellement due à l'environnement culturel en particulier. Donc, est-ce qu'il y a des gènes de l'intelligence ou pas? Pour répondre à cette question-là, les chercheurs se sont appuyés sur tout ce qui est déficience intellectuelle. Donc, en étudiant les déficiences intellectuelles, les patients qui souffrent de déficience intellectuelle, les chercheurs ont pu identifier à peu près 200 gènes impliqués dans le fonctionnement cérébral et dont les variations sont corrélées à des variations du facteur G. Donc on peut dire que ce sont des gènes associés à l'intelligence, mais comme vous le voyez, il n'y a pas un gène de l'intelligence, c'est une multitude de gènes. Et bien sûr, sans surprise, ces gènes-là, ils servent à quoi? Ils servent à fabriquer des neurones, ils servent à fabriquer des synapses, ils servent à fabriquer cette fameuse gaine de myéline dont je vous parlais qui permet la conduction plus rapide de l'influx nerveux. Donc en gros, ce sont des gènes qui servent à fabriquer un cerveau fonctionnel dans toutes ces dimensions, que ce soit la connexion entre neurones, la vitesse de l'influx nerveux, la fabrication même des neurones, la position des neurones dans le cerveau. Voilà, donc on a un lot d'environ 200 gènes qui sont associés aux capacités cognitives. Mais cet aspect génétique-là, en réalité, ça ne suffit pas à expliquer complètement l'intelligence. Et on s'est rendu compte que par les études de jumeaux, donc c'est quoi les études de jumeaux? On prend des jumeaux homozygotes, donc des vrais jumeaux qui ont le même patrimoine génétique et qui sont séparés à la naissance et qui vont avoir des parcours de vie différents. Et on va regarder comment ces parcours de vie modifient leur épigénome et quel impact ça a sur leur trajectoire, leur mémoire, leur capacité d'apprentissage, etc. Et en fait, on se rend compte que l'environnement est tout aussi important que la génétique. Et donc l'intelligence, c'est réellement un mélange des deux et il est extrêmement difficile de dissocier l'aspect génétique de l'aspect environnement, donc de l'aspect épigénétique. Quand on parle des capacités cognitives, on a vraiment un mélange et une très forte association de ce qu'on pourrait appeler l'inné et l'acquis. Et c'est tellement intriqué qu'il est extrêmement difficile de dissocier l'un de l'autre. Donc l'intelligence, c'est le mélange de tout ça, de ce dont on hérite à la conception, notre patrimoine génétique dont on hérite à la conception, et puis toute la construction de l'épigénome pendant notre vie embryonnaire, pendant notre enfance et jusqu'à ce qu'on ait 20 ou 25 ans. Donc c'est vraiment, il faut vraiment considérer que l'intelligence, c'est le mélange de tout ça. J'insiste parce que tous ces tests-là, ils servent bien souvent à des décideurs publics, à des décideurs politiques pour choisir des politiques publiques sur l'éducation des enfants, sur la prise en charge de certaines choses. Et en fonction si on prône que c'est génétique ou environnemental, donc il y a beaucoup d'idéologie derrière, on peut faire basculer les politiques publiques plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre. Donc il faut vraiment garder ce recul et cette idée que les deux sont intimement liés, qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et donc en dernière partie, je voulais vous parler de ce qui se passe lorsqu'on vieillit, lorsque notre cerveau prend de l'âge. Donc comme je vous le disais au début, nos marques épigénétiques, notre épigénome, il varie spontanément, naturellement, même si on a une vie parfaitement saine, une alimentation parfaitement saine, pas de stress. Notre épigénome, il évolue entre le moment de notre naissance et puis le moment où on arrive dans le grand âge. Et cette évolution, elle se fait, on l'a caractérisée, on l'a étudiée et on sait l'analyser, on sait l'étudier. Elle se fait de deux façons. La première façon, si on regarde les marques épigénétiques répressives, donc ces fameux groupements rouges qui éteignent les gènes, qui rendent les gènes silencieux, donc on a une certaine quantité globalement dans toutes nos cellules, sur tout notre ADN, on a une quantité globale de ces marques rouges. Si on regarde 80 ans ou 90 ans plus tard,
on va voir qu'il y en a certaines qui ont disparu. Elles se sont spontanément effacées. Elles ont disparu. Donc, globalement, on a une perte de marque épigénétique répressive si on regarde ça à l'échelle d'une cellule, d'un noyau, dans son ensemble. Mais il faut nuancer ce propos-là parce que localement, il peut y avoir apparition avec l'âge de certaines marques épigénétiques répressives dans des gènes qui normalement doivent être des gènes actifs. Donc, entre la petite enfance et le grand âge, on voit que sur le gène que j'ai représenté ici, hein, peu importe le gène, il y a apparition de marques épigénétiques répressives. Donc, globalement, il y en a moins, mais localement, il peut y en avoir à des endroits où elles n'étaient pas quand on était enfant. Et donc, qui dit marque épigénétique répressive dit diminution de l'activité de ces gènes-là. Et certains chercheurs attribuent à ce phénomène spontané d'évolution des marques épigénétiques avec l'âge le ralentissement du métabolisme avec l'âge. Les gènes du métabolisme, s'ils ont plus de marques épigénétiques répressives, eh ben, ils vont moins bien fonctionner que lorsqu'on était plus jeune. Et donc ça c'est une des façons d'expliquer le ralentissement du métabolisme avec l'âge. Tout comme le dépôt des marques épigénétiques pendant la vie embryonnaire, donc la construction de l'épigénome pendant la vie embryonnaire est sensible à l'environnement, l'évolution de l'épigénome avec l'âge est aussi sensible à l'environnement. Et un environnement délétère, donc vous l'avez compris, hein, c'est la prise de substances nocives, l'abus d'alcool, l'abus de tabac, certains médicaments, certains polluants, vont modifier de façon accélérée l'épigénome, voire faire apparaître des épimutations et donc nous faire vieillir plus vite et moins bien. Alors j'ai pris un exemple qui est celui des maladies neurodégénératives pour rester dans le cerveau et parce qu'il est bien illustré. Donc qu'est-ce qui se passe d'un point de vue épigénétique dans le cerveau quand se déclenchent les maladies neurodégénératives? Donc ici vous avez à gauche un cerveau normal, un cerveau sain, et à droite un cerveau qui a été partiellement détruit par la maladie d'Alzheimer. C'est pas l'exemple que je vais illustrer derrière, mais j'ai pas trouvé de cerveau Parkinson pour vous l'illustrer, donc j'ai gardé un Alzheimer. Donc vous avez ici à droite un cerveau Alzheimer et vous voyez qu'il est grandement endommagé avec à gauche un cerveau normal. Donc l'exemple que je vais vous prendre, c'est celui de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui survient autour de la soixantaine. Il y a des formes précoces avant 50 ans, mais elles sont extrêmement rares. Et c'est une maladie qui touche une catégorie particulière de neurones qu'on appelle les motoneurones. C'est quoi les motoneurones? C'est les neurones qui vous permettent de bouger vos membres, de bouger votre tête, de bouger votre corps. Donc, ces motoneurones, c'est des neurones classiques, hein, avec un axone, un corps cellulaire. Et dans la maladie de Parkinson, on va observer à l'intérieur du corps cellulaire des agrégats qu'on appelle des corps de Lewy, des agrégats anormaux qu'on appelle des corps de Lewy. Donc, c'est des petites particules, comme des petites billes, qui ne devraient pas être là. Elles sont faites de quoi ces billes? Elles sont faites d'une protéine dont le neurone a absolument besoin pour fonctionner normalement, puisque c'est une protéine qui fait fonctionner les synapses, qu'on appelle l'alpha-synucléine. Sauf que dans la maladie de Parkinson, sans qu'on sache pourquoi, tout d'un coup, les neurones se mettent à fabriquer des alpha-synucléines d'une forme bizarre. Elle est mal organisée dans l'espace, donc on dit qu'elle est anormale. Elle est produite en trop grande quantité, et donc du coup, plutôt que de jouer son rôle normal au niveau des synapses, cette protéine va s'agglomérer jusqu'à former petit à petit ces fameux corps de Lewy, donc ces fameux agrégats, qui vont finir par tuer le neurone. Donc ce qu'on sait, c'est que le fait que le neurone se mette à fabriquer une quantité trop grande et anormale d'alpha-synucléine, elle est due à une dérégulation épigénétique du gène qui contient la recette pour fabriquer cette protéine-là. Donc les marques épigénétiques qui sont sur ce gène-là, au lieu d'être des marques épigénétiques
un mélange d'activatrices et de répressives pour que le gène et la protéine soient fabriqués en quantité raisonnable. Il n'y a plus que des marques activatrices et donc la protéine est fabriquée en trop grande quantité. Donc on a une surproduction de cette protéine-là, une formation, une structure anormale. Le neurone, comme il fabrique trop de cette protéine, il n'arrive pas à la fabriquer comme il faut. Ça conduit à la mort des neurones. Et ce qui est plus grave, c'est que ça se propage à tout le cerveau, puisque quand le neurone meurt, le neurone éclate, il va libérer son contenu donc autour de lui, et ces protéines alpha-synucléines anormales, elles vont pouvoir aller abîmer les neurones voisins et de proche en proche tuer tous les neurones, et finalement tout le cerveau finit par être atteint. Donc, ce que l'on sait sur le déclenchement de cette maladie, je vous ai dit qu'on ne savait pas comment ça survenait. On sait un petit peu, on sait certaines choses, mais on a du mal, enfin, on n'a pas encore la réponse à toutes les questions. C'est une maladie qui a un déterminisme génétique, c'est-à-dire il faut avoir euh, un certain background génétique, et ça concerne à peu près 90 gènes, pour déclencher la maladie. Le déclenchement purement génétique, c'est 10 à 15% des cas, donc c'est marginal. Dans 90% des cas, il y a une susceptibilité génétique et on peut ne jamais déclencher la maladie, ou alors si on est confronté à un environnement qui va induire les fameuses modifications épigénétiques, les fameuses épimutations qui vont détraquer le gène de l'alpha-synucléine, eh bien, on va déclencher la maladie. Ces conditions environnementales, c'est quoi? C'est certains pesticides, et c'est pour ça que les agriculteurs sont une population dans laquelle il y a beaucoup plus de maladies de Parkinson que dans la population générale. Le tabac, l'âge. Donc ça, ce sont des conditions environnementales pour lesquelles on est à peu près sûr que ça arrive. Donc on a des relations de cause à effet entre pesticides, tabac et âge. Et puis pour d'autres éléments comme l'alcool, comme certaines carences alimentaires, certains médicaments ou les troubles du sommeil, on a une validation chez l'animal, mais l'animal, ça ne sont jamais que des modèles. Chez l'homme, on a des corrélations, il y a des plausibilités biologiques, mais pour l'instant, il n'y a pas de certitude à 100%. Mais il y a une forte suspicion. Donc la maladie de Parkinson, une susceptibilité génétique et un déclenchement épigénétique dû à l'environnement dans 85 à 90% des cas. Mais en réalité, c'est vrai pour toutes les maladies neurodégénératives. Les maladies neurodégénératives, aucune n'est neutre d'un point de vue épigénétique. On a trouvé des épimutations dans toutes les maladies neurodégénératives. Alors, soit elles sont causales, et dans ce cas-là, on se pose la question de savoir quelle est l'origine de l'épimutation, comme les pesticides pour la maladie de Parkinson. Soit c'est une conséquence de la maladie, donc la maladie se met en place et la présence de la maladie va créer des épimutations, et les épimutations en général vont cimenter, c'est-à-dire renforcer, conforter la maladie qui ne fait que s'aggraver. En réalité, ça dépend de chaque pathologie. Chaque maladie neurodégénérative est un cas particulier qu'il faut étudier et caractériser. À l'heure actuelle, sur les causes possibles des épimutations, les hypothèses que l'on a, bien évidemment l'âge. Mais qu'est-ce qui fait que l'âge crée des épimutations? Eh bien, c'est qu'avec l'âge, on peut avoir des changements de comportement, des changements psychologiques, des prises de médicaments ou des prises de substances nocives. On est exposé pendant plus longtemps aux polluants environnementaux, et puis on s'interroge aussi si l'exposition prénatale, donc avant la naissance, à certaines substances pourrait pas avoir un effet retardé et de déclenchement des maladies neurodégénératives euh, lorsque l'âge arrive. Voilà ce que je voulais vous raconter pour les maladies neurodégénératives. Le message à retenir, c'est que pour bien vieillir, ce qui est important, que ce soit physiquement ou cérébralement, il faut faire bouger votre cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui a besoin d'être stimulé en permanence. La plasticité neuronale, la plasticité cérébrale, ça s'entretient. Ça s'entretient par l'activité intellectuelle, ça s'entretient par l'activité physique, ça s'entretient par les liens sociaux.
et ça s'entretient surtout en faisant sortir votre cerveau de sa zone de confort. Ça veut dire que si vous êtes féru de théâtre et que vous avez fait du théâtre toute votre vie, pour entretenir votre plasticité cérébrale quand vous prenez votre retraite, il faut vous mettre à la cuisine ou il faut vous mettre à l'anglais ou à l'allemand ou à l'italien. Enfin, faut sortir de sa zone de confort de manière à obliger son cerveau à apprendre de nouvelles choses, à créer de nouveaux neurones, à créer de nouvelles synapses. L'activité sportive est aussi très importante. Je passe bien évidemment sur une bonne alimentation et un mode de vie sain. Je vous remercie de votre attention. C'est le moment des questions. Et puis, si vous avez aimé l'épigénétique, je vous renvoie à l'essai que j'ai écrit l'année dernière, donc l'épigénétique et le coup de la girafe, où il y aura beaucoup plus d'informations sur les mécanismes épigénétiques et leurs conséquences. Et puis, si vous aimez les sciences, mais que vous ne voulez pas aller trop trop loin en épigénétique, je vous invite à lire Ultrabulle. Ultrabulle, c'est un roman policier qui met en scène une généticienne qui s'appelle Tammy et qui va mener une enquête au fond du cerveau de victimes avec un commissaire qui va... Ils vont s'entraider. Voilà, je vous remercie. C'est le moment des questions. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Oui, Oui, très oui. bien. Ok. Merci beaucoup, Madame Auger. Je qualifierais votre exposé de wow, c'est-à-dire extrêmement pédagogique, instructif, compréhensible même pour moi, qui est biologiste moléculaire de base, mais qui ne fait pas d'épigénétique. J'ai réussi à comprendre ce que vous avez dit. Donc, merci pour ça. Là, il y a de l'écho. Je ne sais pas d'où vient cet écho. Je Bougez ne pas. sais pas non plus. Ah, j'ai de l'écho moi aussi. Non, je le sais d'où est-ce qu'elle vient. Il y avait un monsieur Auger qui avait son micro d'ouvert. Ah, Euh, Auger que je connais. je m'en doutais, oui. C'est pour ça que je me suis permis de dire monsieur Auger. Écoutez, vous avez dit plusieurs choses. J'aimerais juste faire le point sur un commentaire et deux questions. Mon premier commentaire, c'est lorsque vous avez identifié le développement embryonnaire très tôt, même si les cellules vertes appartenaient au fœtus, elles ne font pas partie du développement fœtal. Ce sont les cellules trophoblastiques. Sauf si j'ai pas bien compris, Alors, je me l'image suis est trompé. trompeuse. Je vous l'accorde, on va la remettre si vous voulez bien. L'image est trompeuse parce que ce sont vraiment les cellules souches embryonnaires qui sont soulignées, Ah, mais l'image est très trompeuse parce que, en fait, vous voyez les traits qui partent ici, ça indique donc toutes ces cellules-là vont former tout ce qui est cerveau et d'autres tissus. Ici, en fait, je vous accorde que l'image est trompeuse, mais non, les cellules qui sont soulignées en couleur sont vraiment les cellules souches embryonnaires. L'image est mal faite, je vous l'accorde. OK, d'accord. Et en fait, ça représente les trois feuillets qui vont donner les trois niveaux d'organes et de tissus qu'on connaît bien, externes, internes, OK, etc. donc finalement, le trophoblast est à l'extérieur de tout Oui, ça. c'est OK, ça. d'accord. À l'extérieur de cette couche de cellules-là, oui. OK, donc effectivement, le dessin porte à À confusion. confusion, oui, je vous l'accorde. OK. En fait, Euh, toutes ces cellules qui sont matérialisées ici sont issues de toutes ces cellules que l'on trouve ici dans le d'accord. bourgeon embryonnaire. Et le trophoblaste, ce sera les cellules de la D'accord. périphérie de la blastula ici. OK, merci. J'avais un autre petit commentaire. Lorsque vous avez parlé, dans le cas de l'autisme, d'une augmentation de 380, j'ai Oui. pas trop compris parce que 5 cas dans 1000, c'est 0,5, puis 32 cas dans 1000, ben, c'est 3. Ça fait à peine 10% entre les deux. Non, ça fait multiplier par 6, ça fait multiplier par 6, presque par 6. Oui, OK. Ah, OK, en chiffre absolu. OK, Oui, d'accord. oui, OK, d'accord. OK, d'accord. Ouais, moi, je l'ai pris en pourcentage. oui. Non, oui, oui, non, OK. Puis finalement, mon dernier commentaire, après ça, je ne parle plus, je vous le promets. Dans le cas de la maladie de Parkinson, que vous avez très, très bien expliqué, j'aimerais savoir, j'oublie le nom de la protéine en question, mais lorsque la neurone se défait, qu'elle se décompose, qu'elle éclate, c'est ça, Synucléine. synucléine, comment cette Synucléine. protéine-là pénètre-t-elle la membrane
et du neurone à côté. Est-ce que Alors ça fait c'est partie une des choses, diffusion? Comment ça fonctionne? ça fait partie des choses qu'on ne sait pas. Ça fait partie des choses qu'on ne sait pas, mais ce qu'on a constaté aussi bien dans Alzheimer que dans Parkinson. Dans Alzheimer, c'est la protéine Tau qui fait ça. Dans Parkinson, c'est l'alpha-synucléine. Ces protéines-là, elles diffusent et elles arrivent par un effet prion, c'est-à-dire une protéine mal formée qui va s'associer avec une protéine bien formée. Elle va rendre mal formée la protéine bien formée et enclencher la fabrication des corps de Lewy. En fait, on ne sait pas comment ça rentre dans le neurone, on ne sait pas si ça passe par des... On n'en sait rien. Mais c'est quelque chose qui est observé. Alors, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur cet effet prion, mais il n'empêche que la diffusion de ces maladies neurodégénératives qui partent, donc pour les motoneurones, pour Parkinson, qui partent de l'hippocampe pour Alzheimer, la diffusion à tout le cerveau, c'est une des façons de l'expliquer en fait. Parce que chaque neurone finit par mourir de la même façon, donc en fabriquant des protéines anormales. Ah, d'accord. Ça fait partie des choses qui restent à expliciter. Ouais, probablement que la diffusion doit impliquer plusieurs choses, mais c'est certainement la polarité. Probablement que ça, parce que les membranes des neurones, sauf erreur de ma part, elles sont extrêmement polaires. Oui, elles sont très polaires. Ça peut être à l'occasion de dépolarisation, effectivement. Ça peut être aussi pas la protéine entière qui rentre, mais des fragments qui suffisent à déclencher le processus. Enfin, pour l'instant, les réponses sont pas acquises, mais c'est une des hypothèses de la propagation à tout le cerveau. OK. Je vois qu'il y a des mains levées. Il y a notre amie Anne-Tuan. Anne, la parole est à toi. Tu actives ton micro. Euh, Merci beaucoup. En fait, juste avant de poser mes questions, et puis il y a juste une question sur le chat qui est simple, probablement. Donc, je vais peut-être laisser Madame Auger à répondre à la question de Monsieur ou Madame Audet concernant le Parkinson et l'Alzheimer. Puis je reviendrai Oui, vers c'est vous vrai. juste après. Oui, c'est ça. La question, c'est celle-ci. Mais merci, Anne, je ne l'avais pas vue. Une personne peut-elle développer en même temps la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer? Euh, Oh, ça, c'est bon. Alors, c'est pas les mêmes gènes qui sont impliqués dans les deux maladies. Ce serait sacrément de la malchance quand même. C'est pas les mêmes gènes qui sont impliqués dans les deux maladies. C'est pas les mêmes neurones qui sont concernés. Je vois pas de raison d'exclure ça à 100%. La probabilité est extrêmement rare et ce serait vraiment de la malchance. Oui, il faut vraiment être mal barré, hein? Oui, oui, oui. J'ai pas Anne, entendu parler de cas comme ça. Anne, la parole est à toi. Bon, merci beaucoup. Donc, bah, comme tout le monde, je pense qu'on partage l'avis dit. Ouais, c'est vraiment une conférence qui fait un effet waouh. Donc, je suis absolument admiratif et je vous remercie beaucoup de votre exposé, tant tant concernant le fond et aussi dans la forme, parce que en fait, j'envie un petit peu vos étudiants, puisqu'avec une qualité iconographique telle que la vôtre, eh bien, les choses qui sont compliquées deviennent beaucoup plus simples. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, pour tout vous dire, je m'intéresse aussi à l'épigénétique, mais je connais très peu de choses dans le cerveau. Et en fait, j'ai trois questions concernant les mécanismes épigénétiques à vous poser. La première, c'est que j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre comment la transmission de l'épigénome entre deux générations peut se faire, puisque autant la transmission génétique est facile à comprendre et à enseigner. Maintenant, comment les mêmes marqueurs épigénétiques, les méthylations et autres, peut se transmettre de génération en génération et même de cellule en cellule, puisqu'une cellule, lorsqu'elle se réplique, vous dites que les marqueurs de l'épigénétique restent là. Je vous fais rapidement les trois questions et puis ensuite on reviendra point par point. La deuxième question, c'est est-ce qu'il existe
des marqueurs de l'épigénétique qui sont plus stables que d'autres, puisqu'on sait l'importance de l'environnement. Et donc, on espère éviter le mauvais environnement pour enlever les mauvais marqueurs épigénétiques et puis se mettre dans des bons environnements pour pouvoir bénéficier des bons marqueurs. Alors, est-ce qu'il existe une stabilité plus grande en fonction du type de marqueur ou bien en fonction de l'endroit où se mettent ces marqueurs? Et enfin, la troisième et dernière question, et après je m'arrête, c'est que autant je comprends l'influence de tout ce qui est chimique environnemental. J'ai un petit peu plus de mal à cerner les mécanismes d'un stress psychologique sur une femme enceinte qui pourrait modifier son épigénome et donc interférer sur le développement de l'enfant. Voilà, les trois questions. Je vous remercie pour vos questions. On va commencer par la transmission. Juste, précisez-moi si vous entendez une transmission entre deux générations d'individus ou entre deux générations de cellules. Les deux. Les Les deux. deux. D'abord, Alors, peut-être intergénérationnel. individu, Oui. alors j'allais vous proposer de commencer par les cellules parce que c'est beaucoup plus simple en Oui, fait. d'accord. Entendu. Euh, En fait, c'est la transmission d'une cellule mère à ses cellules filles, elle est complètement établie, prouvée et validée dans tous les modèles, qu'ils soient animaux ou végétaux, on en est sûr et certain. Qu'est-ce qui se passe quand une cellule doit se diviser pour donner deux cellules filles? Ce qu'elle commence par faire, c'est recopier intégralement son génome. Et donc, Mhm. quand elle recopie intégralement son génome, elle va dissocier la double hélice d'ADN pour recopier Mhm. chacun des brins. Et sur ces brins qu'elle dissocie, il y a des marques épigénétiques. Et en fait, il y a des enzymes qui sont capables de recopier ces marques épigénétiques sur le nouveau brin. Et donc, le D'accord. message épigénétique, il est parfaitement conservé à ce moment-là. C'est connu, c'est étudié, c'est vraiment super fiable. Alors, il peut y avoir des petites erreurs, il peut y avoir de la perte au cours du temps, mais globalement, c'est quelque chose qui est extrêmement fiable. On les appelle des... Ah, ben le nom m'échappe. Enfin, ce sont des enzymes qui recopient en fait les marques qui sont sur un brin et qui vont réécrire la même chose sur le brin d'en face. C'est tant mieux parce que comme ça, on n'aimerait pas qu'un neurone devienne une cellule pancréatique, comme l'exemple que Parfaitement. vous aviez dit tout à l'heure. Voilà, D'accord. c'est exactement ça. Et l'idée, Mm, elle est là, elle est de préserver l'identité cellulaire, donc la lignée mm. cellulaire, au fur et à mesure que cette lignée se construit et puis finalement fonctionne. Entre générations d'individus, c'est beaucoup plus complexe. Mm. Euh, on va prendre deux situations, on va prendre les végétaux et les animaux. Chez les végétaux, les lignées, les cellules reproductrices, donc les spermatozoïdes et les ovocytes et les ovules, sont fabriquées beaucoup plus tardivement. Enfin, la temporalité de production de ces cellules-là fait qu'il peut y avoir préservation des mécanismes, enfin des marques épigénétiques, de la même façon que ce que je viens de vous dire entre deux cellules. Euh, les marques épigénétiques sont préservées entre générations de plantes de façon assez importante. C'est pas du 100%, mais c'est assez important. C'est suffisamment important pour que euh, certaines plantes ne soient adaptées à leur environnement quasiment que via des mécanismes épigénétiques. C'est le cas des orchidées. Si on compare les orchidées qu'on trouve dans les Alpes et les orchidées qu'on trouve en Angleterre, elles ont quasiment le même génome parce qu'elles proviennent des mêmes espèces ancestrales, mais elles sont adaptées à des environnements différents uniquement via leur épigénome. Donc, chez les plantes, on sait que c'est transmissible. Chez les animaux, c'est beaucoup plus complexe, en particulier chez les animaux supérieurs. Pour quelle raison? Parce que euh, dans les 24 à 48 heures qui suivent la fécondation, toutes les marques épigénétiques qui sont portées par le spermatozoïde et par l'ovule sont effacées intégralement, de manière à reconstruire des nouvelles marques épigénétiques pour fabriquer l'embryon puis le fœtus. Et donc là, on comprend pas bien cette histoire de transmission. Euh, alors, il faut aussi distinguer ce qu'on appelle l'intergénérationnel et le transgénérationnel. Si vous avez une femme enceinte qui prend des médicaments pendant qu'elle est enceinte, ces médicaments, ils vont atteindre son fœtus. Oui. Donc là, ce n'est pas de la transmission de la mère à l'enfant, c'est du contact Mhm. direct du fœtus au médicament. Et ce fœtus-là,
dès les 3 premières semaines de sa vie, il fabrique aussi ses futurs gamètes, ses futurs spermatozoïdes ou ses futurs ovocytes. Mm. En particulier, si c'est une fille, les futurs ovocytes, ils vont donc être imprégnés eux aussi du Mm. médicament et donc être modifiés. Donc, pour parler de transmission chez l'homme, il faut aller regarder plusieurs générations plus loin pour Mm. savoir si un événement a laissé une trace épigénétique ou pas. Et chez l'homme, pour l'instant, on n'a aucune preuve de ça. Il n'y a pas il y a D'accord. pas de transmission avérée 4 ou 5 générations après d'un processus qui se serait produit chez une grand-mère ou une arrière-grand-mère à ses arrière-petits-enfants. Et pourtant, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une idée qui reste encore prégnante, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une transmission possible. Peut-être avec la permission de mes collègues, je rentre un petit peu plus dans le détail. On sait que les marqueurs épigénétiques, en fait, peuvent porter sur les acides aminés de l'histone, mais Oui, aussi sur les nucléotides. oui. Lequel est le plus, comment dire, solide ou bien résistant pour être transmis d'une Ouais. Alors, génération à l'autre. ouais, c'est vrai que j'ai été assez light sur ces sujets-là pour pas rentrer dans le détail. Effectivement, l'ADN peut être directement modifié par des marques épigénétiques. C'est la méthylation de l'ADN dans la plupart des cas. Oui, Ensuite, tenir dans le noyau, l'ADN, il est enroulé autour de protéines qu'on appelle des histones, et ces mm, histones-là peuvent elles aussi porter des marques épigénétiques de différentes natures. Vous dire lesquelles sont les plus solides, j'aurais tendance à vous dire que c'est la méthylation de l'ADN. oui. Pour quelle raison? Parce que Il reste attaché. ces mécanismes, enfin ces modifications-là, elles ont été utilisées par l'évolution pour transmettre, enfin, pour pouvoir programmer l'extinction de gènes qui doivent l'être au cours des générations. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est sans doute la méthylation de l'ADN qui est la plus stable. Aussi parce que les histones, ça se renouvelle en permanence, alors que l'ADN, Oui, une fois qu'il est dans une ça. cellule, il reste. Mm, Et puis, il y a une troisième catégorie de marqueurs épigénétiques que je n'ai pas du tout évoqués, qui sont les petits ARN, et oui. qui, eux, en fait, ce sont eux On qui peut sont... expliquer la transmission aussi. Voilà, et c'est sans doute eux Mm, qui expliquent la transmission plus fortement que les d'accord. modifications dont j'ai parlé. Très bien. Mais Revenons à pour répondre à votre stabilité. question sur donc la stabilité, probablement Oui, plus la méthylation de l'ADN, et pour répondre à votre question sur le stress, oui. un stress intense, ça fabrique du cortisol. Et Mm, le cortisol, oui, d'accord, bien c'est une sûr. hormone qui va Oui, interférer directement avec les mécanismes épigénétiques. bien sûr. Oui, oui, pour la transcription des gènes, et déjà, parce qu'en fait, c'est un facteur de transcription. Oui, D'accord. Très bien. Donc, bon, non, c'est passionnant. Donc, vous dites qu'il faut bouger les cerveaux, mais je suis ah sûr oui, que tous ceux qui sont connectés là aujourd'hui, eh bien, ils le font déjà, hein. Donc, Ils ne peuvent pas serait-ce faire qu'en vous autrement. écoutant. Voilà. merci. Merci, merci Anne. Est-ce qu'on a Je t'en prie. d'autres Moi, commentaires? oui, Je peux peut-être juste faire un commentaire très rapide parce que vous avez parlé du cortisol, puis c'est un peu mon domaine à moi. Le stress Oui, peut être chronique ou peut être aigu, et dans les deux cas, il va y avoir du cortisol de sécréter. ouais, mais en aigu, c'est moins gênant parce que il va pas imprégner le cerveau de l'embryon et du Oui, il fœtus. n'y a pas le temps de se rendre de toute façon. Voilà, il va être éliminé. En chronique, Oui, ça commence à être problématique. oui, en chronique, c'est problématique. Ouais. Étienne, je pense que tu avais la main levée. oui, oh, c'est une remarque qui n'est pas très scientifique, mais c'est en écoutant la discussion entre Corinne et Tuan à l'instant à propos de la transmission générationnelle. Parce que il y a, euh, vous êtes rendu compte que la mode est au roman familial, je dirais singulier, familial. La tendance actuelle, c'est ça, c'est-à-dire que on transmet dans le cadre des romans toute notre histoire familiale, les parents, les grands-parents, etc. Et le discours qu'on entend souvent, c'est que, bah oui, on est comme ça parce que nos parents étaient comme ça, etc., etc. Il y a une espèce de transmission. On ne prononce pas le mot génétique, mais enfin, c'est quand même sous-entendu dans cette histoire. Donc, pour vous, c'est purement culturel. Mais comme je vous le disais, pour tout ce qui est capacité cognitive, euh, euh, séparer déjà le génétique de l'environnement, donc du culturel, est extrêmement difficile. Et donc,
l'explication la plus parcimonieuse, c'est que c'est culturel. L'explication la plus simple, c'est que c'est culturel. C'est un enfant qui est élevé par des parents stressés ou un enfant qui est élevé par des parents zen, ça va pas être 100% un enfant stressé ou 100% un enfant zen, mais ça influe quand même sur son développement cérébral, cette ambiance-là. Euh, il y a des, il y a des, il y a des maladies, j'évoquais la schizophrénie tout à l'heure, le déclenchement de la schizophrénie à l'adolescence ou chez les jeunes adultes, il est je dirais pas 100% parce qu'en biologie, on peut jamais dire 100%, mais il est quasi exclusivement environnemental, épigénétique. La schizophrénie, c'est une maladie dont les prédispositions sont génétiques. Mais si vous prenez deux vrais jumeaux qui sont séparés à la naissance, un qui a une vie sereine et l'autre qui a une vie avec des maltraitances infantiles, avec de la souffrance pendant l'enfance, qu'elle soit psychique, qu'elle soit physique, enfin, toute la violence qu'on peut imaginer dans certains milieux ou dans certaines familles, un des deux jumeaux ne va pas, alors qu'il est prédisposé comme l'autre, ne va pas être malade, le deuxième sera malade de façon beaucoup plus fréquente, et d'autant plus s'il consomme du cannabis à l'adolescence. Et on sait aussi que ces enfants-là, ils recourent au cannabis pour faire descendre pour s'apaiser. Donc voilà, le déclenchement de la schizophrénie, il est quasi essentiellement environnemental. Et donc, là, on voit bien qu'il y a une prédisposition génétique et ensuite, il y a toute la construction de la société autour. Donc, pour les capacités cognitives, c'est difficile de dire, mais on n'a pas trouvé, vous savez, dans les années 90, on a cherché des gènes pour tout et n'importe quoi. Quand on a découvert le génome et les promesses que pouvait remplir le génome, on a cherché des gènes pour tout et n'importe quoi. Finalement, on se rend compte que la plupart des fonctionnements complexes, c'est multigénique et on ne peut pas attribuer ça à la génétique. Et après, quant à l'attribuer à l'épigénétique, l'environnement, je l'ai dit, l'épigénétique, c'est la courroie de transmission entre l'environnement et le génome. Mais on n'aura jamais la réponse de savoir si c'est transmis par la mère ou si c'est réinduit par l'environnement à chaque fois. Mhm. Et que ce soit pour la façon dont on mange, la façon dont une famille est plus ou moins active, a accès au sport, accès à la culture. Enfin, l'environnement socioculturel des enfants, il détermine énormément de choses. C'est pas pour rien qu'on dit que les 1000 premiers jours sont cruciaux. Mhm. Parce qu'indépendamment du patrimoine génétique dont on hérite à sa conception, j'aime bien dire à sa conception parce que après tout commence à se mettre en place au niveau épigénétique. Le patrimoine génétique dont on hérite à sa conception, il est largement modulé, façonné par ce qu'on vit in utero et après sa naissance. Mhm. Dissocier l'un de l'autre, pour moi, c'est très difficile. Oui, Surtout chez l'homme où on a quand même des backgrounds génétiques qui sont très différents. Quand on étudie une population, c'est pas une population homogène. On a des histoires de vie qui sont différentes. Enfin, c'est quasiment impossible d'expérimenter chez l'homme. Mhm. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires parmi les gens? Je n'en vois pas. Je voudrais juste dire deux choses, peut-être avant de passer la parole à Étienne pour le mot de la fin. Encore vous remercier, Madame Auger, ça a été extrêmement intéressant. Tantôt, vous avez parlé de deux livres. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez envoyer les références à Étienne? On va les mettre dans le prochain bulletin. Oui, Et moi, personnellement, l'épigénétique et le coût de la girafe, j'ai bien envie de l'acheter. Ça me tente de lire ça. Vous trouverez les coordonnées. Je vous ai mis aussi les coordonnées de mon site internet. En fait, depuis 2 ans maintenant, je fais de la médiation scientifique. Je m'attache à faire de la médiation scientifique. Donc, j'ai donné pas mal de conférences. Vous en retrouverez certaines sur le site et puis vous retrouverez les coordonnées du livre pour pouvoir l'acheter et les coordonnées de l'autre. Mais de toute façon, vous les avez, les références, puisque vous avez mon diaporama, puisque vous avez enregistré la conf. Ah, oui, oui. oui, oui, c'est vrai. C'est Non, vrai. mais Je dis ça. dans notre prochain bulletin, on mettra la référence de vos deux livres et d'autre part
La Voilà. référence du site web aussi. Le site web, absolument. OK. Merci. Tu le mettras sur YouTube, Étienne? Oh Oui, oui, sur oui, oui, YouTube, de oui, toute oui. façon, Oui, tout très est bien, La enregistré. parfait. conférence sera sur YouTube dans 48 heures. Oh, peut-être Ok, même avant ça. super, merci. Et on vous donnera le lien pour y accéder. Oui. Étienne, je te Eh bien, passe la parole pour le mot de la fin. écoutez, d'abord pour remercier Corinne Auger pour son exposé extrêmement clair, effectivement. Moi qui suis loin de la génétique et loin du fonctionnement du cerveau, j'ai à peu près tout compris, donc ce qui veut dire que c'était vraiment très clair. Bravo. Euh, Maintenant, la conférence suivante, ce sera le jeudi 19 février. On accueillera Hervé Maisonneuve. Hervé Maisonneuve, c'est un médecin de santé publique. Et le titre de sa conférence sera Information en santé et lutte contre la désinformation. Hervé Maisonneuve, il fait partie de notre groupe du comité éditorial du Grisov, donc on le connaît bien. Et surtout, si on l'a invité à nouveau, c'est parce que il vient avec deux autres auteurs, Dominique Costagliola de l'INSERM et Mathieu Molimar, qui est un médecin de santé publique, professeur de santé publique à Bordeaux. Ils ont déposé un rapport au ministère de la Santé sur l'information en santé et la lutte contre la désinformation. Vous savez que c'est un sujet hautement d'actualité. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans les prochaines conférences, mais pour remercier encore une fois Corinne Auger pour son exposé, très brillant, et vous remercier pour votre attention. Merci À à vous bientôt. tous et puis bonne continuation.